Bonjour et bienvenue au cours sur les plans pré-expérimentaux, quasi-expérimentaux et protocoles à queue unique. Donc, ce cours est divisé en trois parties. La première partie traite des plans pré-expérimentaux, la deuxième partie traite des plans quasi-expérimentaux et finalement, nous avons la troisième partie qui va traiter des plans à protocole unique. Donc, nous voilà. Donc, les plans pré-expérimentaux. On a déjà vu dans les derniers cours les avantages des plans expérimentaux, c'est-à-dire qu'avec les plans expérimentaux, qui sont l'idéal de rigueur, l'idéal de la rigueur scientifique, on a le contrôle et ou la manipulation de l'AVI, c'est plus ou moins la même chose. Et puis deuxièmement, on a une assignation aléatoire au groupe qu'on a créé par la manipulation de l'AVI. Donc, c'est l'idéal. C'est lorsqu'on n'a aucun compromis à faire. Et puis, lorsqu'on peut faire une assignation et un contrôle, c'est merveilleux, c'est fantastique. Cependant, la raison pour laquelle on s'intéresse aussi beaucoup à la manipulation de l'AVI, c'est parce que les résultats doivent être pris en compte en comparant ou relatif à quelque chose d'autre. Alors, lorsqu'on dit mieux, lorsqu'on dit meilleur, lorsqu'on dit fort ou plus fort, mais souvent, implicite à ce qualificatif, c'est que c'est plus fort que quelqu'un d'autre ou que quelque chose d'autre ou un autre temps. Alors, si vous dites, là, je me sens fatigué ou plus fatigué aujourd'hui, mais peut-être que dans votre tête, vous dites, vous êtes plus fatigué aujourd'hui que vous l'étiez hier ou le mois passé ou la semaine passée. Alors, implicite à notre utilisation des qualificatifs et de notre description, on a souvent un point de référence. Alors, c'est une des raisons pour laquelle la manipulation et le contrôle de la vie nous permet justement la raison pour laquelle c'est intéressant puis c'est puissant, c'est parce que ça nous permet, nous, de décider c'est quoi ou c'est qui ou c'est quand notre point de référence ou quel autre groupe est-ce qu'on va utiliser comme point de référence, quel autre temps est-ce qu'on va utiliser comme temps de référence. Donc, c'est la composante qui permet vraiment d'identifier le comment et quoi, et ce qui nous permet de mieux interpréter les résultats de notre variable dépendante. Donc, je vous rappelle que dans les plans expérimentaux, on a et l'assignation aléatoire et le contrôle. Dans les plans quasi-expérimentaux, là, on a soit l'assignation aléatoire ou le contrôle. Et puis, et dans le plan expérimentaux, il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors, c'est un continuum où ce que la réalité des contraintes logistiques et pratico-pratiques ou déontologiques, des fois, nous prévient d'avoir soit un ou l'autre. Maintenant, je vais juste m'attarder quelques minutes sur pourquoi l'assignation aléatoire est si importante. Encore là, la raison pourquoi je m'attarde sur ça maintenant, c'est parce que la majorité des plans quasi-expérimentaux et pré-expérimentaux manquent une assignation aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir qui va être dans quel groupe. C'est-à-dire que si je m'intéresse aux différences de genre, je ne peux pas assigner aléatoirement une personne à un genre ou l'autre genre. Je dois prendre la personne telle qu'elle est. C'est un peu comme le niveau de dépression. Je ne peux pas assigner quelqu'un à un groupe dépressif ou pas dépressif de manière aléatoire parce que la personne a un niveau de dépression, juste comme a un niveau d'attachement avec sa mère ou son père ou son conjoint, sa conjointe. Donc, on ne peut pas assigner. Et puis, en utilisant les conditions inhérentes aux participants, là, on crée une division, on crée des groupes qui sont fondamentalement différents. Alors, avec l'assignation aléatoire, ce que l'assignation aléatoire, c'est que ça permet de régler ces différences inhérentes. On pourrait dire que l'assignation aléatoire prend toute la diversité d'un groupe, de l'échantillon de 200 participants,
qui vont être des hommes, des femmes, des non-binaires, des binaires, des autres, du monde avec des yeux bleus, des yeux verts, des yeux de différents, toute la diversité dans les 200 participants qui vont participer. Et puis, on va prendre cette diversité, puis on va la séparer selon nos deux conditions. Alors, si on est capable de séparer nos groupes de manière aléatoire entre nos deux groupes, on a plus de chances de créer des groupes qui sont équivalents. Et puis, la raison, vous allez voir au cours des prochaines parties et des prochains cours que, justement, la grande menace au plan expérimentaux, pré-expérimentaux, quasi-expérimentaux et protocole accueil unique, c'est justement cette équivalence de groupe. Parce que en identifiant la variable indépendante qui a un effet sur notre variable dépendante, on veut que ce soit seulement notre variable indépendante. Or, lorsqu'il n'y a pas d'assignation aléatoire, c'est très difficile d'identifier puis d'isoler notre variable indépendante, puisque si vous êtes né comme un homme, ben je ne peux pas vous dire que pour cette expérience, vous allez être une femme. Et donc, cette condition inhérente qui est votre genre a une influence sur qui vous êtes. Et puis, c'est peut-être cette influence qui cause ou qui a un effet sur la variable indépendante. Donc, c'est pourquoi on s'attarde beaucoup sur cette condition ou l'importance d'être capable d'assigner aléatoirement les participants à l'une ou l'autre ou les plusieurs groupes de la manipulation, tant et aussi longtemps qu'on peut le faire d'une manière logistique et pratico-pratique et déontologique. Donc, je vous rappelle que le corrélationnel, il n'y a aucune manipulation. On mesure les deux variables indépendantes, une variable dépendante. Les plans pré-expérimentaux, on commence à étudier l'intervention ou l'effet d'une intervention quelconque ou d'une manipulation ou d'une intervention quelconque. Puis là, on va vers leur quasi-expérimental, puis ensuite, finalement, l'expérimentaux. Donc, les plans pré-expérimentaux ne permettent pas d'inférence causale, comme le corrélationnel, dans le sens qu'on on peut pas dire, il y a trop de choses, il y a trop de variables qui peuvent influencer la variable dépendante. Donc, on peut pas s'en tenir, on peut seulement s'en tenir à des associations, on peut montrer l'association, puis on peut montrer la temporalité, mais on peut pas montrer l'isolement ou le contrôle de la variable dépendante. Cependant, les plans nous donnent quand même des informations. On peut acquérir des nouvelles informations, des nouvelles connaissances avec des plans pré-expérimentaux pour ensuite, là, peut-être progresser à soit le quasi-expérimental ou l'expérimental plus tard. Donc, c'est quand même une étape très importante. Si c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire. Les plans quasi-expérimentaux, c'est là où on commence à être un peu plus convaincu par les liens de causalité, puisqu'on peut au moins commencer à soit faire l'assignation aléatoire ou faire le contrôle de la manipulation. Bien là, on commence à être plus convaincu. On peut pas totalement montrer le lien de causalité parce qu'il nous manque une ou l'autre des arguments pour faire notre lien de causalité, mais on commence on a plus de munitions pour faire un argument qui est plus lié à le lien de causalité. Donc, c'est là où on s'en va. La raison pourquoi j'ai commencé dans le cours avec le corrélationnel, puis ensuite là, je suis allé à l'autre extrême avec l'expérimental, c'est pour vous montrer un peu les extrêmes. Alors, le corrélationnel, c'est ce qu'on vient de voir, ou ce qu'on a vu, et puis l'expérimental, c'est ce qu'on vient de voir la semaine passée. Maintenant, là, ce qu'on baigne, c'est qu'on baigne dans la réalité de la complexité de la vie de tous les jours, ce qui est les compromis puis le milieu. Donc, c'est là où on doit on doit examiner les différentes options du milieu, de la zone grise de la recherche. Pas la zone grise, mais les compromis. Alors, les pré-expérimentaux, quasi-expérimentaux, cas uniques, sont souvent, on les utilise souvent puisqu'on doit faire un compromis. Alors, il y a toujours un compromis, il y a toujours des compromis à faire en recherche. C'est jamais parfait, on n'a jamais le contrôle parfait, on n'a jamais un budget limité, on n'a jamais accès ou on ne peut pas recruter tous les participants qu'on souhaite recruter, ainsi de suite. Vous pensez justement à la population, l'échantillonnage de la population. On n'a souvent pas accès à toute la population, on ne peut pas recruter toute la population, donc on doit choisir un échantillon. Alors, la réalité en recherche, c'est qu'il y a toujours des compromis à faire, et puis souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est on utilise le plan le plus rigoureux compte tenu de ces compromis. Donc, souvent, dans ce qu'on va voir dans les prochaines sections, dans les prochaines parties, c'est justement le moins pire des scénarios. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis, ce qu'on doit être, la chose à tenir en compte, c'est
en choisissant le plan qu'on choisit, quel compromis au niveau de la validité interne et externe est-ce qu'on fait? Alors, il faut comprendre la limite de notre plan pour qu'on puisse maintenir les conclusions, euh, pour qu'on puisse faire les bonnes conclusions, les conclusions en lien avec les limites de notre de recherche. Alors, si on utilise un plan pré-expérimental, on ne peut pas aller déclarer un lien de causalité. Si on utilise un plan quasi-expérimental, on ne peut pas encore là être convaincu qu'on a un lien de causalité. Donc, si on utilise un plan pré-expérimental, nos conclusions sont, les résultats suggèrent qu'il y a une association ou suggèrent qu'après tel et tel scénario, les participants se sont sentis mieux ou moins déprimés, ainsi de suite. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important de comprendre les avantages et les désavantages des plans, surtout dans la zone grise, pour voir quel coût, quel compromis est-ce que je fais, et puis pour m'en tenir aux conclusions que je puisse faire. Le premier type de plan, le premier exemple de plan pré-expérimentaux, c'est le plus simple, comme on a vu dans les plans expérimentaux, c'est un plan post-test. Dans le plan expérimentaux, on avait avec groupe témoin. Ici, on n'a pas de groupe témoin. Pourquoi? Bien, parce qu'on peut pas choisir un groupe témoin. On ne peut pas assigner. On n'a pas de contrôle sur la manipulation. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est évaluer quelque chose après un événement. Alors, par exemple, si la manipulation, le X, c'est toujours une manipulation ou une intervention quelconque, alors, disons qu'il y a un tremblement de terre, mais là, je vais évaluer le stress du monde après le tremblement de terre. Je ne savais pas quand était pour arriver le tremblement de terre. Je ne peux pas contrôler le tremblement de terre. Je ne peux pas dire, toi, tu vas être assigné à une zone géographique où il va y avoir un tremblement de terre, puis toi, tu ne vas pas être assigné. Alors, on ne peut pas faire ça. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est évaluer l'état d'être des choses, l'état naturel des choses après un événement à lequel on n'a aucun contrôle. Alors, par exemple, si la manipulation est l'annonce d'une publicité de bière, là, on pourrait mesurer, après que l'annonce a été mise sur les ondes, là, on pourrait mesurer la consommation des bières. Vous voyez que les avantages, en fait, les avantages, c'est que souvent, on n'a pas de choix. On n'a pas d'autre choix, disons. C'est la seule chose qu'on puisse faire, compte tenu des circonstances naturelles. Puis là, on rentre dans tous les inconvénients, dans le sens qu'il y a plusieurs types d'inconvénients. Il y a plusieurs inconvénients à ce genre de scénario. Il y a l'absence de pré-test. Alors, on ne sait pas, par exemple, combien de bières le monde buvait avant l'annonce. Alors, on ne peut pas voir s'il y a un changement ou s'il y a une augmentation ou une diminution. On peut juste dire que, regarde, après l'annonce, il y a eu telle consommation de bière. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Des fois, ça, c'est mieux que rien. Puis finalement, on ne sait pas si l'annonce a réellement... Il n'y a pas de groupe témoin, dans le sens qu'on ne sait pas si ça l'a plus augmenté ou plus diminué, parce que justement, il n'y a pas de groupe témoin. Alors, c'est un plan qui est très, très, très limite, qui a plusieurs limites, mais si on n'a pas d'autre choix, c'est mieux que s'asseoir sur le sofa puis regarder un Netflix. Si on pouvait améliorer le plan, là, on ferait un pré-post-test. Alors, si c'est possible pour nous de faire une première évaluation, sachant que la manipulation s'en vient ou éventuellement elle va s'en venir, puis ensuite, là, faire une observation après la manipulation, au moins, là, on a une idée de, regarde, mais peut-être qu'il va y avoir un changement de pré-post. Encore là, c'est un groupe unique. Alors, tout ce qui se passe, c'est la manipulation se déroule à l'intérieur d'un seul groupe. Il y a encore plusieurs limites. Alors, par exemple, s'il y a une intervention scolaire, on fait une intervention, on sait que l'intervention va venir au mois de novembre, alors on commence au mois de septembre pour voir évaluer que ce soit des élèves en septembre. L'intervention vient en novembre, puis ensuite, là, en décembre, on fait une deuxième évaluation. Alors, on peut voir que ça pourrait nous donner des informations par rapport à est-ce qu'il y a une modification, est-ce qu'il y a un changement de la première à la deuxième observation. Maintenant, vous allez voir qu'il y a encore là beaucoup de problèmes de rigueur scientifique ou de rigueur scientifique parce que est-ce que c'est l'effet de la maturation? Est-ce que c'est des facteurs environnementaux? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées entre septembre et puis novembre ou septembre et puis décembre? Est-ce qu'il y a une régression vers la moyenne dans le sens que tout le monde a commencé, tout le monde était hyper stressé en septembre parce que c'était c'était un nouveau contexte universitaire en ligne. Puis là, en décembre, tout le monde se sont habitués au contexte en ligne. Vous voyez comment est-ce qu'il y a plusieurs autres phénomènes qui auraient pu
avoir un effet sur la différence, autre phénomène autre que la manipulation. Encore là, l'avantage, par contre, de ce genre de plan, c'est qu'au moins on a un prétest. Au moins on a un point de départ qui nous donne un peu plus d'informations qu'aucun point de départ. Et puis, je ne sais pas pourquoi. L'explication des effets du traitement devient plus plausible économique. Excuse, l'explication est plus plausible parce que, justement, on a le pré-test, puis c'est très économique parce que, on a juste besoin d'un groupe, et puis on a juste besoin de faire deux observations. Alors, c'est quand même encore mieux que rien, puis mieux que le post-test seulement. Si on pouvait maintenant améliorer le Prexmatol pour ajouter un groupe témoin non équivalent. Alors, c'est là où c'est très important de comprendre que dans votre manuel et puis dans les acétates que vous voyez, toute ligne qui est pointillée indique un groupe qui n'est pas équivalent. On pourrait dire que c'est un groupe de l'équipe rouge versus l'équipe du monde de Montréal versus le monde de Québec. C'est-à-dire que c'est deux villes séparées. C'est pas du monde où on pourrait même mettre les Canadiens puis les Américains. Alors, oui, c'est des Nord-Américains, mais on s'entend que les Canadiens et les Américains ont des différences assez considérables ou certaines différences assez considérables. Mais de faire un post-test après ou une différence avec quelqu'un qui est sensiblement semblable est mieux que rien encore. Alors ici, disons qu'il y a une manipulation disons qu'il y a un tremblement de terre au Canada, puis on évalue le stress des Canadiens après le tremblement de terre. Puis là, post-facto, après avoir fait cette évaluation, si on retournait aux États-Unis pour trouver, ou un autre groupe, par exemple les États-Unis, pour voir comment est-ce que les autres se sont sentis à peu près au même temps, encore là, c'est un peu mieux que rien. Puis on s'entend que dans l'autre groupe, il n'y aurait pas eu l'intervention. Alors, un autre exemple de ce genre de post-test à groupe témoin non équivalent, c'est, disons qu'on voulait comparer les compétences scolaires entre deux classes de maternelle après le fait. Alors, post-ex facto, ou ex post facto, c'est après le fait. Après avoir évalué les compétences de la première maternelle, là, on va trouver une deuxième maternelle pour essayer de voir si ça fait la différence ou non. Alors, ça pourrait être un exemple de ce genre de scénario. Maintenant, les avantages, c'est encore là, en fait, les avantages, c'est qu'on n'a pas de choix. C'est-à-dire que ça se passe, cette invention, disons que le groupe de maternelle de mon petit-fils, les autres, l'enseignante avait fait une intervention de yoga ou faire du yoga chaque vendredi après-midi, mais c'est pas moi qui ai choisi ça. Je peux pas lui demander de le faire ou pas. C'est elle qui a instauré ça dans sa classe. Mais je dis, je vais voir si cette intervention de yoga les vendredis a un effet bénéfique chez les enfants. Donc, je vais aller trouver une autre classe dans une autre école différente, qui n'est pas équivalente à la classe de maternelle de mon jeune, qui ne fait pas de yoga. Puis c'est le mieux que je puisse faire. Alors, par exemple, disons que ma cousine ou ma tante ou une amie est enseignante aussi de maternelle, mais je veux dire, est-ce que je peux aller me recruter des participants pour au moins servir comme point de référence? Pas nécessairement le point de comparatif, mais point de référence. Encore là, l'ajout de ce groupe comparatif ça donne un peu plus d'informations, qui voit, est-ce que c'est vraiment différent, à quel point c'est différent, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire très attention au fait que la différence ne peut pas être expliquée par le fait que les groupes, il n'y a aucune explication des différences entre les deux groupes est autorisée. C'est-à-dire qu'on peut pas comparer vraiment les deux groupes. Il faut traiter les deux groupes séparément, puisque ce sont des groupes qui sont non équivalents. Mais au moins, on sait ce qui se passe dans ce groupe-là, puis on sait ce qui se passe dans ce groupe-là. C'est mieux que rien. Maintenant, si on pouvait rajouter des groupes témoins. Alors, disons qu'on avait un devis post-test avec groupe témoin non équivalent multiple. Alors, essentiellement, c'est encore le post ou ex post facto. Alors, disons qu'on avait un groupe qui faisait l'intervention pour une semaine, un deuxième groupe qui faisait la même intervention pour 3 semaines, puis un troisième groupe, encore là, dans une autre école ou dans une autre ville, qui faisait l'intervention pour 12 semaines. C'est des groupes qui existent déjà. Est-ce qu'ils sont équivalents? Non, parce qu'ils sont dans ils ont des différents profs, ils ont des différentes écoles, ils vivent dans des différentes villes, ainsi de suite. Alors, mais au moins, on peut voir que ce qui se passe dans un groupe avec une intervention d'une semaine, c'est ce qui se passe. Dans le groupe de 3 semaines, voici ce qui se passe. Puis dans le groupe de 12 semaines, voici ce qui se passe. Donc, les avantages, c'est que ça permet de voir
Euh, les différences, ça nous donne un portrait de ce qui se passe dans les 3 différents scénarios, essentiellement. Mais encore là, on ne peut pas comparer l'intervention de 12 semaines à celle de 3 semaines ou à celle de 1 semaine parce que les groupes sont non équivalents. Encore là, c'est souvent le mieux qu'on puisse faire et puis c'est mieux que rien. Donc, c'est pas tous les différents plans expérimentaux, mais je vous réfère à la page 172 de votre manuel pour faire le résumé des différents plans de recherche pré-expérimentaux. Mais grosso modo, ça vous donne une idée de la raison pour laquelle on ferait on utiliserait quel type de plans pré-expérimentaux compte tenu des circonstances de la réalité de la recherche. Sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo.